Alors, Sylvie Checron, vous êtes neuropsychologue et vous allez nous dire qu'il faut être prudent avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour s'en servir comme thérapeute, psychologue ou même coach de vie. Oui, et moi aussi, je vais mériter des oui, chef. Très bien. Jimmy, aujourd'hui, il faut filer droit. Hein. Non, parce que là, c'est vraiment C'est important. Donc, vous savez que tous les jours, il y a des tas de gens qui vont poser toutes les questions imaginables à l'IA. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui en fonction de la météo ? Quel message je dois écrire à tel ami? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais moi dans cette situation? Bon, ça, c'est des questions un peu coach de vie. Mais parfois, ça peut aller jusqu'à des questions vraiment sur des états mentaux, sur des sentiments, sur des émotions. Et c'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Parce qu'on sait que les jeunes, et même pas forcément que les jeunes, utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle comme un thérapeute pour remplacer le psychologue en chair et en os. Exactement. Et donc, du coup, quand on essaie de regarder les chiffres, on n'a pas encore de données vraiment chiffrées d'études scientifiques, de grandes études épidémiologiques qui nous disent combien de personnes font appel à l'IA en tant que thérapeute. Mais il y a eu une enquête qui a été faite par le magazine Psychologie. Et là, ils se sont rendus compte que au moins un patient sur 4 préférait faire confiance à une IA plutôt qu'à un thérapeute. Et là, commence à faire un peu peur parce que les gens sont véritablement convaincus que l'IA peut devenir leur psychothérapeute, leur psychologue. Et on se pose légitimement la question, puisque l'IA a réponse à quasiment tout, et vous êtes livré à l'exercice. Exactement. Et alors, je vais vous montrer. Donc, moi, ça se voit pas comme ça, mais je peux être angoissée, moi aussi, comme tout le monde. Et donc, j'ai demandé à mon IA, je lui ai dit, je suis très angoissée aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire d'après toi? Et alors, au début, ça commence, l'IA va me donner des conseils, va m'expliquer que je ne suis pas la seule, va me donner des conseils de respiration. Et jusque-là, pas de souci, parce que peut-être que d'un point de vue comportemental, ces exercices peuvent m'aider. C'est un petit peu comme si j'avais ouvert un manuel de développement personnel ou de conseils pour des gens qui seraient un petit peu angoissés. Rien de très grave. Là où ça va se corser, c'est qu'à la fin de ce qu'il me propose, il va me dire « Et maintenant, parlons de toi. Je suis curieux de comprendre ce qui se passe pour toi. » Et donc, moi, je vais être tentée de répondre comme si c'était une vraie personne en face de moi. Et donc, je vais lui demander « Est-ce que tu peux m'aider sur le plan psychologique ?» Donc, il va me dire au début qu'il n'est pas un thérapeute. Et puis, à la fin, à nouveau, il va me dire « Mais si tu veux explorer ce que tu ressens, comprendre une situation, ou simplement mettre un peu d'ordre dans tes pensées, je suis là pour ça. » Qu'est-ce qui t'amène à chercher un conseil psychologique en ce moment? Et en faisant ça, l'IA va se comporter, entre guillemets, comme un psychothérapeute qui vous écouterait, puis à la fin de ce que vous avez dit, vous direz est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin? Et là, mais où est le problème du coup? Parce que finalement, s'il continue, il nous pose des questions et qu'on répond. Le problème, c'est que vous allez avoir la sensation, l'illusion d'être engagé dans une relation avec véritablement un clinicien. Mais l'IA n'est pas un clinicien. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'IA n'a pas de code de déontologie, n'a pas de responsabilité médicale, il n'y a pas d'anonymat, il faut le savoir. À chaque fois que vous dites quelque chose, que vous mettez quelque chose en ligne, du coup, de fait, vous vous exposez à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Et donc, l'IA ne respecte aucune des règles du thérapeute. Donc, par exemple, le thérapeute, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez aller le voir, certes, il va écouter ce que vous dites comme l'IA, peut-être qu'il va vous conseiller, mais il va aussi évaluer tout l'état dans lequel vous êtes. Il a un sens clinique. Donc il va se dire, tiens, aujourd'hui, Jimmy, il s'est pas coiffé, il s'est pas rasé, il a l'air de même pas s'être changé depuis la veille, je suis même pas sûre qu'il ait mangé, il a pas l'air d'aller bien, il a une voix particulière. Et donc c'est tous ces signaux extraverbaux qui vont renseigner le clinicien sur votre état et se demander si vous êtes dans une situation d'urgence ou pas. Ça veut dire qu'il y a même un risque finalement à utiliser l'IA justement pour notre santé mentale? Il y a un risque extrêmement important parce que, mis à part tout ce que j'ai pointé, l'IA n'a pas votre historique médical. Donc, l'IA va répondre à une question spontanément que vous lui posez, mais ne sait pas si cette question elle est posée par quelqu'un qui a des antécédents. L'IA ne peut pas évaluer la gravité. Donc, l'IA va vous donner une réponse, mais qui n'est pas forcément adaptée à vous. Et puis aussi, dans la mesure où il n'y a pas de responsabilité, cette réponse, finalement, personne n'est responsable de ce qui va se passer après. Et l'IA ne peut absolument pas évaluer la gravité de votre état et surtout savoir s'il faut à ce moment-là vous donner des
médicaments. L'IA n'est pas un prescripteur, ni vous conseiller d'aller à l'hôpital. Il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de suivi. Voilà, on sans peut aussi être compter enfermé dans ce cercle vicieux. Sans compter, j'allais de vous le dire, dépendance, que les patients vont souffrir du fait que s'il y a une mise à jour de leur IA, c'est plus du tout la même interface. S'ils n'ont pas la possibilité de questionner leur IA, ça va être un problème. Et donc, effectivement, les algorithmes vont aussi vous enfermer dans votre discours. Et donc, ce n'est absolument pas le bon moyen de prendre en charge un vrai problème psychologique. Même si c'est tentant, la meilleure façon, Même c'est si d'aller c'est ouvert voir, jour et nuit. c'est Voilà. voir un professionnel de santé, un psychologue Exactement. ou un médecin psychiatre. Exactement. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces précisions et de cette Merci. alerte, Sylvie Chocron. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction Marseille. Dans la cité phocéenne, derrière le soleil et les paysages de rêve, les riverains sont excédés par la pollution des paquebots, toujours de plus en plus gros. Un reportage de Seti Dali, Julien Nativel, Maureen Marion. Sur les hauteurs de Marseille, il est un quartier emblématique dont le nom évoque les criques baignées de soleil, les stacks et son 16e arrondissement. Ici, les habitants sont fièrement attachés à leur terre qui a conservé une âme de village. Regarde, Ouais. regarde ce qu'ils nous ont mis là. On entend fort le bruit ce matin. Ce matin, il y a du bruit. Marie et Jean-Pierre sont amis et voisins. Ils tiennent à nous montrer l'envers de ce décor de carte postale. Tu sens les odeurs là? Tu les sens les odeurs Ah, ce ben, matin fortement. Ce bruit en continu, ces odeurs d'hydrocarbures proviennent de ce chantier de réparation navale situé juste en contrebas. On l'appelle la forme 10, la 3e plus grande au monde. Les bateaux qui sont dans la forme 10 laissent leur moteur en marche. Et donc les bruits de moteur sont infernaux. La nuit, on met les boules pièces pour pouvoir dormir. Et la liste des nuisances ne s'arrête pas là, car le 16e arrondissement cumule plusieurs sources de pollution sonore et atmosphérique. Enclavé au sud par le port maritime, au nord l'autoroute A55 et la voie ferrée, sans oublier les avions qui passent juste au-dessus de leur maison. Entre 19h et 22h, il y a un défilé toutes les 2 minutes. Ces riverains se sont constitués en association pour défendre leur quartier et leur santé. Ce qui les inquiète, ce sont surtout ces panaches de fumée dégagées par les bateaux de croisière. Je les vois arriver le matin, je les vois repartir le soir. Ça te fait comme ça une dizaine, douzaine de bateaux tous les jours qui passent devant la maison. Marseille est le premier port de croisière en France. Depuis 10 ans, l'activité explose. 2,5 millions de touristes y font escale chaque année. Bonjour Jean-Pierre. Salut. Et Marie. Salut Marie. Bien. C'est comme ça. Jean-Pierre est né dans ce quartier. Il y a 50 ans, de son balcon, il n'avait qu'à traverser la rue pour rejoindre la plage. Les barques étaient là, la barque de mon grand-père était là. Et maintenant, ben voilà, c'est les grandes grues, les conteneurs, les croisières. Jean-Pierre est en rémission d'un cancer des voies respiratoires. Non-fumeur, sportif, il estime que le coupable de sa maladie est sous son nez.